Alors, faut-il revisiter la fête nationale, le Te Deum? Je vais le demander à un membre de l'opposition fédérale, Georges Dallemagne. Il va me rejoindre. Il est député fédéral Les Engagés. Alors, Georges Dallemagne, ce Te Deum, stop ou encore? Plutôt encore. Pourtant, je n'y ai jamais été. Je suis invité chaque année. Le matin du 21 juillet, je n'y suis jamais allé. Mais je trouve qu'à côté de nouveaux événements, et vous l'avez dit, du côté festif, de ces concerts qui sont donnés aux cinquantenaires, je trouve que d'avoir aussi un peu des traditions, d'avoir un peu des racines, d'avoir aussi des coutumes, je trouve que c'est bien. Et vous l'avez dit, c'est aujourd'hui un événement largement œcuménique. On peut le faire encore évoluer, mais je trouve que c'est un moment qui appartient plutôt à notre histoire et à nos coutumes. Très bien. Alors, il y a eu ce matin du 22 juillet un accord annoncé entre l'État et Engie pour la prolongation du nucléaire. De Croo a tenu parole. Il avait dit qu'il y aurait un accord pour le 21 juillet. En fait, il a surtout obtenu un accord sur un accord. Mais enfin, cet accord sur le nucléaire, qu'est-ce que vous en dites? Bonne nouvelle? Mais écoutez, le principe même, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on doit essayer de reprendre la maîtrise d'abord sur notre production énergétique. On doit aussi prolonger ces réacteurs. On le sait, maintenant, on dépend trop du gaz. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a dans la boîte. Et on sent bien que de toute façon, du côté d'Engie, on est encore très très prudent. On parle de lettres d'intention sans engagement. Oui, on dit que c'est non contraignant pour évaluer la faisabilité. Voilà. Et donc, on est encore loin d'un accord. Donc là, on a l'impression qu'on nous vend la peau de l'ours. Mais sur le principe, pourquoi pas? Alors, cela dit, il y a encore énormément de problèmes. C'est que, d'une part, combien ça va coûter? Qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets nucléaires? Qu'est-ce qu'on va faire avec le démantèlement des centrales nucléaires? Combien ça va coûter à l'État? Combien ça va coûter à Engie? Tout ça sont encore des questions très importantes. Quel sera l'impact aussi sur le prix de l'énergie? C'est important. Mais je dirais, d'un point de vue très général, ce qui me semble vraiment important, c'est que pour la première fois, depuis très longtemps, on a un pas vers une reprise en main de notre avenir énergétique, des enjeux stratégiques en matière énergétique. C'est encore un tout petit pas, je viens d'en parler, et aussi parce qu'il ne s'agit que de 2 réacteurs nucléaires sur les 7, et Engie a aujourd'hui une position monopolistique, quasi monopolistique en Belgique sur le plan de la production énergétique. Or, c'est un acteur français, et donc nous dépendons beaucoup de son bon vouloir, de ses sautes d'humeur, de sa... Il faudrait nationaliser? Moi, je pense qu'il faut, comme en France, comme ailleurs, que l'État soit véritablement beaucoup plus actionnaire de notre avenir énergétique, d'une manière ou d'une autre, qu'on reprenne la main, parce que je le vois... chaque fois qu'on en parle à la Chambre, en réalité, on danse et comme Engie siffle, c'est-à-dire que c'est Engie qui est le véritable aujourd'hui ministre de l'énergie. Je pense que ça, c'est insupportable quand on voit les prix de l'énergie, quand on voit à quel point notre économie et les citoyens dépendent de cette énergie. Est-ce qu'il faut prolonger davantage que 2 centrales? Je pense que c'est une question qui doit s'ouvrir. C'est une question qui doit s'ouvrir. Alors, cela dépend évidemment de la sécurité nucléaire. Donc, il faut interroger la sécurité des autres centrales nucléaires, mais je crois qu'on le voit, il y a à la fois les enjeux climatiques, il y a à la fois les enjeux géostratégiques, et je pense qu'on doit reprendre la maîtrise de notre destin énergétique, et on le sait, ça passe notamment par le nucléaire. On nous parle de nouveaux générateurs, de nouvelles générations, mais ça, c'est pas avant 10 ans, et donc voilà, cette question-là, je crois qu'il est important qu'on l'aborde, et j'aimerais qu'à la rentrée parlementaire, on l'aborde sérieusement. Alors, il y aura du travail à la rentrée parlementaire, parce qu'on a aussi parlé, en matière de 21 juillet, d'un autre accord, celui sur les pensions. Ça, c'était le 20 juillet. Une série de mesures aussi qui ont pour but d'affiner les pensions. Là aussi, grand accord, petit accord, minimaliste. Accord et c'est vraiment déplorable parce qu'on sait que c'est un très grand enjeu. On sait qu'en Belgique, les pensions sont insuffisamment élevées. Il y a des personnes, et notamment des femmes, mais aussi des indépendants, d'autres qui ont des toutes petites pensions aujourd'hui, tout à fait indécentes. Et on sait aussi qu'on a un problème pour financer à terme le système de pension. Et je pense que sur le premier élément, on a un peu amélioré les choses, mais sur le deuxième élément, c'est-à-dire la pérennité du système de pension, on n'est nulle part. Et ça, c'est gravissime, parce que ce sont des options qui auraient déjà dû être prises il y a 10 ans, on le sait. Aujourd'hui, on reporte encore l'exercice pour des questions de posture, je dirais, par rapport à des électorats qu'on veut éventuellement privilégier. Je trouve ça tout à fait déplorable. Moi, je pense à nos enfants, à nos petits-enfants. Eux, véritablement,
véritablement, aujourd'hui, il n'y a rien qui est prévu pour eux en matière d'accord de pension. Alors, vous représentez l'opposition, certes, mais déjà, dans la majorité, il y a cette partie, on a parfois l'impression que l'opposition, parfois, elle est au sein même du gouvernement de la Vivaldi. On sent qu'il y a du tiraillement entre les partis. On voit que c'est difficile en Europe aussi, pour l'instant, pour les gouvernements. Oui, c'est vrai. Et quelle est votre analyse, là ? Je suis très inquiet de voir comment le débat démocratique évolue dans notre pays, dans d'autres pays. On sent qu'il y a une violence de plus en plus importante, l'espérance de pouvoir gagner des marges d'électorat en étant de plus en plus radical, de plus en plus violent. Et je trouve que c'est contraire à nos traditions. Nous sommes un pays de compromis. Nous avons un système qui fait en sorte que nous devons nous asseoir autour de la table et trouver des solutions ensemble. Et je regrette effectivement que le gouvernement Vivaldi, aujourd'hui, ait des tensions qui soient à ce point fortes qu'il ne soit plus possible de trouver des accords et que le gouvernement lui-même soit en danger. Vous savez, lorsque le gouvernement a été mis en place, notre parti, le CDH à l'époque, les engagés aujourd'hui, nous n'avons pas voté contre ce gouvernement. C'est une première dans l'histoire récente, en tout cas du pays, c'est qu'un parti d'opposition ne vote pas contre l'accord de gouvernement. Parce qu'il nous semblait qu'il était important de donner, a priori, ses chances à ce gouvernement, parce que le pays était dans une situation difficile, il y avait le Covid, il y avait le budget de l'État qui était en train de déraper, il y avait déjà des bruits de bottes aux frontières de l'Europe, et donc il nous a semblé qu'effectivement il fallait donner cette chance au gouvernement. Et on voit qu'aujourd'hui, ces partis sont incapables, et singulièrement du côté du sud du pays, de trouver un langage commun, de trouver des compromis. Et je commence à comprendre certains flamands qui en ont ras-le-bol de ces positions très dures, une fois du PS, l'autre fois d'Écolo, la troisième fois du MR. C'est insupportable. Ce n'est pas pour cela qu'ils sont au gouvernement. Pourtant, le président du PS, Paul Magnette, dit ce matin dans le soir qu'il veut que ce gouvernement aille jusqu'au bout. Oui, mais c'est un peu facile, après avoir demandé à sa ministre des pensions de tenir une ligne inflexible, infinançable sur le plan des pensions pendant toute la négociation, de dire aujourd'hui écoutez, finalement pour l'avenir on va mieux s'entendre. Je pense qu'il y a eu malheureusement là une étape gâchée, ratée, et notamment par l'attitude du PS autour de la table. On le sait, puisque même les socialistes flamands ont pointé du doigt une attitude qui était totalement irresponsable. Ces tiraillements, il y en a aussi au sein de l'Europe. On se rend compte qu'entre pays européens, la situation n'est pas extraordinaire. On le voit avec la situation avec le gaz, avec les relations avec la Russie aujourd'hui. On voit du côté de la Hongrie, il y a du tiraillement. On voit qu'en Italie, ça influence aussi même le gouvernement, puisque Mario Draghi a dû jeter l'éponge. Est-ce que là aussi, il y a une inquiétude à avoir ? Je voudrais nuancer. C'est vrai qu'une série de gouvernements sont aujourd'hui dans des positions affaiblies. On le voit en France, on le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit dans toute une série de pays comme ceux-là, des pays importants. D'autres sont en train de jouer les trublions avec les règles européennes, comme la Pologne ou la Hongrie. Mais globalement, l'unité européenne tient. Elle tient même beaucoup mieux que ce que Poutine, notamment, espérait. Vous croyez que sur le gaz, elle va tenir ? Je pense que pour l'instant, en tout cas, ce qui est la surprise, c'est qu'effectivement, ce grand espace de liberté, de démocratie et aussi de sécurité tient et jusqu'à présent solidaire. C'est évidemment un grand défi pour l'avenir, mais je trouve que c'est surtout ça qu'il faut remarquer aujourd'hui, avec évidemment toutes les difficultés, les vicissitudes que vous avez pointées, mais globalement, c'est ça le message qu'envoie l'Europe aujourd'hui. Alors, mercredi, la Chambre a voté, majorité contre opposition, le traité de transfèrement des prisonniers avec l'Iran. Vous y étiez opposé contre ce système d'échange de prisonniers. C'était difficile parce qu'il y a quand même des Belges ou des amis de Belges qui sont détenus là-bas et on attend leur libération. Est-ce qu'ils vont être libérés d'abord ? Est-ce que le traité va le permettre ? Le traité, en principe, donc il y a un Belge qui est détenu en otage par les Iraniens. Et un académique que la VUB et un académique soutient. suédo-iranien, qui n'est donc pas concerné par ce traité, puisque ce traité concerne des Belges condamnés. Donc ni l'un ni l'autre, a priori, ne sont concernés. Et ici en Belgique, il y a 25 Iraniens, dont 4 terroristes. Et on nous dit que les détenus de droit commun ne demandent évidemment pas leur transfèrement en Iran, ils préfèrent rester en prison ici en Belgique. Donc en réalité, a priori, ce traité concerne surtout le transfèrement de terroristes iraniens qui ont voulu frapper la France à partir du territoire belge, qui ont été capturés grâce, il faut le souligner, à l'efficacité de nos services de renseignement, de police, grâce à la coopération européenne, et qui aujourd'hui sont libérés à travers un traité qui, non seulement permet leur libération, mais permettra à l'avenir à tout terroriste
iraniens commandités par Téhéran de venir frapper la Belgique ou de venir frapper un pays européen à partir du territoire belge et de pouvoir éventuellement, le cas échéant, repartir en Iran de manière impunie. Et ça, créer un instrument qui permettra une impunité de fait pour tout acte de terreur de la part de l'Iran en Europe à l'avenir, c'est terrifiant. Oui, mais je dirais quand même, l'instrument n'est pas automatique, et deuxièmement, peut-être que M. Van de Castel, qui est le Belge détenu là-bas, même s'il n'a pas été condamné, sera peut-être une chance pour lui d'être libéré. Alors, je l'espère évidemment, oui. Je l'espère évidemment, et je crois qu'il faut tout faire pour le libérer, mais pour l'instant, il n'est pas condamné, donc il faudra espérer qu'il le soit, alors qu'il est innocent. Vous imaginez, c'est paradoxal. Il faudra espérer aussi qu'il ne fasse pas appel, donc d'une certaine manière qu'il accepte d'être reconnu coupable, et puis après il faudra espérer qu'il soit transféré. Et ça fait beaucoup de choses, et je note en tout cas que nous n'avions jamais fait ça auparavant, avec aucun pays, et certainement pas avec des pays qui promeuvent le terrorisme, et qu'aucun autre pays démocratique, en tout cas en Europe et dans la sphère OTAN, OSCE, n'a fait ça avec l'Iran. Nous serions les seuls, les premiers, et ça me paraît être un précédent particulièrement dangereux. Alors il y a aussi une nouvelle ministre des Affaires étrangères, une novice en politique, mais pas dans la matière. Quel est votre avis là-dessus ? Qu'est-ce qu'on en dit, vous qui avez beaucoup de liens avec les Kurdes, avec des gens en Iran, en Afghanistan, des résistants, qu'est-ce qu'ils en disent ? Mais écoutez, moi je vais juger sur pièce. Il ne m'appartient pas de juger une personnalité qui a été nommée par le MR. Je l'ai accueilli gentiment à la Chambre, à Jalabib. J'ai vu, et vous avez lu dans la presse, que dans son camp, on avait des états d'âme, voire éventuellement quelques aigreurs. Voilà, moi, je vois qu'en tout cas, le président du MR lui-même a dit, écoutez, moi, je la nomme pour des raisons en gros, de politique intérieure. On a parlé de Bruxelles, de Schaerbeek, etc. Moi, j'espère surtout que nous aurons une ministre des Affaires étrangères qui sera sur le pont par rapport à la plus grave crise de politique étrangère que nous ayons connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est là-dessus qu'elle est attendue, c'est pour ça, j'espère, aussi qu'elle est nommée, et c'est très important que la Belgique tienne son rôle et sa responsabilité dans ce domaine. Merci Georges Allemagne, vous étiez le dernier invité de cette saison.